Bonjour, voici la 33e édition de l'année stratégique 2022. C'est en effet la 33e édition. C'est un livre qui s'inscrit dans la durée, qu'on avait d'ailleurs commencé avant de créer l'IRIS et que l'on a continué. C'est un livre collectif. Toute l'équipe de l'IRIS se mobilise pour écrire les chapitres régionaux, tous les spécialistes sont là. Et puis également, tout ça sous la conduite de Marc Vézéroli, les tableaux statistiques par pays que vous voyez. Chaque pays, il y a une fiche où il y a les principaux indicateurs, et à la fin, différents classements, dépenses militaires, population, PIB par habitant, aide publique au développement, etc. En fait, il y a deux façons de lire les stratégiques. On le lit comme ça, par chapitre, pour voir un peu ce qui s'est passé l'an dernier, avoir un peu la connaissance de la situation par région, et puis un peu de prospective sur les avenirs. Ou sinon, c'est quelque chose que l'on consulte. Moi, personnellement, je l'ai toujours à portée de main, parce que si je dois vérifier une statistique, je sais qu'il y a Internet maintenant et les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est plus facile d'aller directement dans ce petit livre qui comprend toutes ces estimations, toutes ces indications. Si je dois avoir pour faire un article le PIB d'un pays, le taux d'éducation dans un pays, etc., je sais immédiatement où le trouver. Alors je fais la préface, voilà, c'est la 33e fois. Je fais la préface et l'année dernière a été marquée par le retour en force de l'Amérique, qui s'est gravement endommagé avec la catastrophe qui s'est produite, la débâcle qui s'est produite à Kaboul. Mais les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour en force manifeste de l'Amérique sur la scène mondiale, marqué par Joe Biden, réconciliation avec les alliés, marteler le thème que l'Amérique est de retour, rassurer les alliés européens, asiatiques, et surtout arrêter les multiples coups portés au multilatéralisme. Mais avant même le 15 août et la chute de Kaboul, on pouvait comprendre, savoir, et je l'écris, que le multilatéralisme à la sauce Biden, ce n'est pas tout à fait un multilatéralisme européen. Et que même s'il faut préférer Biden, évidemment, à Donald Trump sur le plan du multilatéralisme, sur le plan de la décence, sur plein d'autres plans, néanmoins, il y a toujours une sorte d'égoïsme national et le fait de prendre les alliés pas tout à fait comme des partenaires, mais comme des pays qui finalement doivent suivre le leadership américain. Et j'écrivais déjà que le retrait d'Afghanistan, qui était déjà programmé, montrait les limites du multilatéralisme de Biden. Alors, bien sûr, il y a l'image de la débâcle à Kaboul qui vient complètement contredire le thème du retour en force de l'Amérique. Il faudra voir, est-ce que c'est la crédibilité des États-Unis qui est atteinte ou est-ce que c'est la puissance des États-Unis? La puissance, elle reste la même. La crédibilité pour les alliés, c'est un peu différent. Quand on est à Taïwan en Europe, on se dit, si les Américains ne sont pas capables de défendre Kaboul, est-ce qu'ils vont défendre Londres, Paris, Kiev ou Taïwan? Disons que Londres et Paris ne sont pas très menacés, Kiev et Taïwan plutôt. Et on voit qu'en Europe, finalement, le débat sur l'autonomie stratégique européenne, il est relancé. Il était déjà relancé par Trump parce que les Européens ne faisaient pas confiance à Trump et même les plus atlantistes commençaient à s'interroger sur l'étendue des liens et la crédibilité de la garantie américaine. Mais là, après le lâchage de Biden en Afghanistan, même Boris Johnson s'inquiète un peu et il y a un regain de réflexion, si ce n'est d'action, sur le fait de voir ce qu'on ferait sans les Américains. En Asie, le problème est différent. L'Europe peut se dire qu'elle a un plan B, c'est l'autonomie européenne, mais elle est loin d'être acquise. En Asie, il n'y a pas de plan B. Vers qui se tourner? Le Japon n'a pas de plan B pour garantir sa sécurité. Il est réduit finalement à toujours faire confiance aux États-Unis. Et puis Biden peut dire que finalement, il a délaissé ce qui était superflu, l'Afghanistan, pour se concentrer sur l'essentiel, la Chine. Parce que c'est bien là le trait commun qu'il y a entre Trump et Biden, l'hostilité à la Chine. Avec l'autre trait commun, qui était le fait de mettre fin à des guerres sans fin, pour reprendre l'expression de Biden. Et Donald Trump, qui aujourd'hui critique beaucoup Biden pour la façon dont s'est opéré le retrait d'Afghanistan, en fait, il n'avait pas prévu autre chose. Lui-même avait prévu même un départ plus rapide encore, et donc c'est avec la mauvaise foi qui le caractérise et qu'on lui connaît bien que Trump critique Biden. Est-ce que Biden avait le choix? En fait, il aurait pu rester plus longtemps en Afghanistan. Ça aurait créé plus de pertes du côté afghan et du côté américain. Donc oui, il y a une débâcle, mais en fait, il aura mis fin à une guerre et c'est cela qu'il va plaider auprès des électeurs américains, même s'il subit une tempête de critiques aujourd'hui. L'autre point essentiel, c'est donc le fait structurel de la rivalité stratégique entre Pékin et Washington. Et dans ce cas-là, le retrait d'Afghanistan est plutôt une bonne chose pour les Américains parce qu'ils se débarrassent d'un boulet.
ils se débarrassent de quelqu'un qui gênait leur mode d'action, qui leur coûtait cher en images, qui leur coûtait cher en argent, qui leur coûtait cher en crédibilité. Là, ils peuvent ouvrir une page nouvelle, finalement, et dans cette optique-là, par rapport à la Chine, cela peut être utile pour les États-Unis de se concentrer, dans l'optique et la leur, sur le défi chinois. Donc c'est la grande vérité. Et puis, quelques pages aussi sur le Proche-Orient. Biden voulait donc de nouveau parler du pivot asiatique, comme Obama l'avait fait auparavant, entre la reprise de la guerre entre le Hamas et Israël, entre le problème iranien qui est toujours pas réglé. On voit qu'on ne peut pas échapper au Proche-Orient et que même ceux qui pensent que c'est devenu un peu à l'arrière-plan de la scène internationale, ça rebondit toujours parce que la paix d'Abraham, les accords d'Abraham signés entre quelques pays arabes et Israël est une paix entre des pays qui n'étaient pas en guerre, donc ça ne résout rien, et la question palestinienne n'est toujours pas réglée, et en fait, c'est ça qui est bien problématique. Voilà donc une nouvelle édition de l'année stratégique, c'est toujours un plaisir pour moi de le publier. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée. Merci à Marc Verzeroli qui a assuré la coordination éditoriale de ce livre, et il est présent dès le 1er septembre dans toutes les librairies.